Donc l'objet de mon intervention, c'est de manière générale les lieux où travaillaient les Sonderkommando juifs d'Auschwitz. Et je vais plus précisément parler des chambres à gaz de manière indirecte et des crématoires de manière plus frontale. Je ne vais pas faire un exposé descriptif. Je vais m'appuyer sur des types de discours qu'on peut entendre pour en faire une critique, parce que j'ai remarqué que quand on fait un discours descriptif, les auditeurs, les lecteurs peuvent très bien dire, bon, vous, sur les crématoires d'Auschwitz et les chambres à gaz, vous dites ça, mais il y a quelqu'un d'autre qui dit des choses différentes, un autre qui dit encore des choses différentes. Et pour la question de la transmission, parce que je suis professeur d'histoire, ça pose vraiment des problèmes. Et c'est ces problèmes que je veux évoquer. Le premier problème, c'est de pouvoir s'adresser à un public très, très vaste et de parler d'Auschwitz, non pas seulement à des élèves ou des étudiants qui sont prêts à tout accepter, mais aussi à des ingénieurs, à des techniciens, à des électriciens, à des maçons, à des chimistes, sans qu'à aucun moment ils soient surpris en se disant « mais il y a de l'imaginaire dans ce discours ». Il y a quelque chose qui est hors de l'ordre technique, de l'ordre naturel dans la description qu'on fait d'Auschwitz. Je cite simplement la première phrase du livre de Polyakov sur Auschwitz. « Auschwitz n'est pas un rêve ». Deuxième point, il y a un biologiste français, François Jacob, prix Nobel, qui est mort le mois dernier, et je retiens une phrase de lui. « Je n'aime pas la séparation entre les deux cultures, la culture littéraire et la culture scientifique. » Et le problème, c'est que les historiens, en général, ont une culture littéraire, et seulement une culture littéraire. Mon expérience de lecteur de livres, et de professeur d'histoire, pas d'historien, de lecteur de livres, c'est, si je fais une analogie, avec un cinéaste ou un photographe qui ferait le point sur le plan général. Et on sait que quand on fait comme ça, quand on fait un zoom avant, l'image devient floue. Et qu'il faut faire le point sur le point central, sur l'élément central. Et puis après, on peut reculer et tous les plans sont nets. Et le point central, en l'occurrence ici, ce sont, selon une méthode cartésienne, c'est d'abord d'examiner avec soin les chambres à gaz et les crématoires. Et pour ensuite tenir un discours qui soit logique et qui soit rigoureux, par exemple, du point de vue de la chronologie. Ça permettrait sans doute de faire des descriptions toujours vraisemblables des crématoires et des installations d'incinération, de ne pas confondre les SS et les hommes du Sonderkommando, de ne pas confondre les SS avec les Arbeitsjuden, comme on voit quelquefois dans des livres, même récents, où on apprend que c'est les Arbeitsjuden qui font fonctionner Treblinka. Ne pas donner du cyclone B, par exemple, une définition qui tient plus de la magie que de la chimie. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails de ce que je viens de dire. Je vais prendre seulement deux exemples. Donc, un exemple indirect à propos des chambres à gaz et un exemple plus frontal à propos des crématoires. C'est ce qui pourrait être une confusion entre les centres de mise à mort et les camps de concentration. Confusion célèbre. Alors, on voit ici un plan qui a été publié par le journal Bild, journal à sensation en Allemagne. Enfin bon, il a publié ce plan en 2008. Alors, ce plan, il était connu. Enfin, il est connu de ceux qui s'intéressent à Auschwitz. Et si on prend le
plan d'ensemble du bâtiment d'où est extrait le détail, on reconnaît, ou tout au moins les spécialistes reconnaissent, un bâtiment qui existe toujours à Birkenau, qui est le bâtiment d'accueil des nouvelles arrivantes. La partie gauche, c'est l'endroit où elles doivent se déshabiller. Le centre, c'est les douches. La partie droite, c'est l'endroit où elles se rhabillent. Et au cours du processus, c'est là où elles reçoivent le choc initial dont toutes les anciennes détenues de Birkenau parlent. C'est le moment, le choc du moment où elles sont déshabillées, tondues et tatouées. Pendant que les personnes suivent ce chemin, les vêtements passent dans une salle d'épouillage de vêtements qu'on voit en haut et qui s'appelle, sur le plan allemand, Gaskammer. Et c'est le b.a.-ba de l'histoire d'Auschwitz, de savoir que les Allemands appellent chambre à gaz des salles d'épouillage de vêtements, et il s'agit de ne pas les confondre. Alors, ce document que je présente là, il vient d'un livre de Jean-Claude Pressac, publié à New York en 1989. Il vient des archives d'Auschwitz. Alors que le premier document venait de Berlin, mais ce n'est pas étonnant qu'il y ait des archives à Berlin et à Auschwitz. Donc le document a été publié déjà, 25 ans avant la publication par Bild, et il était connu. Alors les journalistes de Bild, ils ont été quand même demandés une interprétation, non pas au musée d'Auschwitz, ce qu'ils auraient dû faire, mais tout de même à la direction des archives fédérales allemandes à Berlin. Et le texte, enfin ce qu'on leur a dit, qui s'est retrouvé dans tous les journaux européens, ça c'est le texte de l'agence France-Presse, mais j'ai vu que toute l'Europe disait ça, c'est une découverte d'une importance extraordinaire, c'est la preuve authentique du génocide systématiquement planifié des Juifs d'Europe. Un des plans représente clairement une chambre à gaz intitulée comme telle Gaskammer. Et quand les plans ont été donnés à Yad Vashem l'année suivante, en 2009, le Jérusalem Post écrivait « Les croquis comprennent entre autres les plans d'une chambre à gaz n'ayant jamais été construite ». Donc voilà un exemple où des experts à un haut niveau, même à Yad Vashem, peut-être à un haut niveau aussi, ne voient pas ce qui est la réalité, mais voient ce qu'ils s'attendent à voir. Ils voient une chambre à gaz là où elle n'est pas. Et ça me fait penser aux experts du procès de Deyako, le procès des architectes d'Auschwitz. Deyako, qui est l'architecte des chambres à gaz et des crématoires, à Vienne, en 1972, et les experts n'ont pas vu les chambres à gaz là où elles étaient. Et Deyako a été acquitté. Il y a de ce point de vue, sur le regard qu'on peut porter, un dictionnaire qui est paru en France en 2009, dans lequel il y a... C'est des auteurs français et belges, donc je peux en parler ici, dans lequel il y a une description d'Auschwitz qui ne correspond pas à ce qu'on voit quand on va à Auschwitz. Et j'avais eu l'occasion d'en parler avec Dorota Richka, la responsable des publications en français du musée d'Auschwitz, et qui lit avec soin tout ce qui est publié en français, au Québec, en Belgique, en France, sur Auschwitz. Et elle me disait, mais enfin, pourquoi ils ne sont pas venus voir Auschwitz? Pourquoi ils n'ont pas regardé des photos? Pourquoi ils ne nous ont pas demandé? Et je pense que c'est là qu'est le problème. Et pour répondre à cette question, je cite Charles Péguy, écrivain, poète français, 1910, dans notre jeunesse, il dit « Il faut dire ce qu'on voit, et ce qui est le plus difficile, c'est de voir ce qu'on voit. » C'est-à-dire de porter un regard sur les chambres à gaz, et un regard qui soit appuyé sur des connaissances scientifiques et un regard soutenu, un regard qu'on puisse expliquer, argumenter d'un point de vue strictement historique. Deuxièmement, je prends un exemple dans la brochure, le petit livre du musée de la Topf à Erfurt. Donc là aussi, je me place quand même
plus haut niveau. Alors, dans ce livre, il y a d'abord des remerciements à Jean-Claude Preyssac et à la famille de Jean-Claude Preyssac. Jean-Claude Preyssac, c'est un pharmacien français, et il est remercié d'avoir permis que, après sa mort, c'est le souhait qu'il avait fait, les archives de la TOPF reviennent à Erfurt. Mais le livre n'explique pas pourquoi les archives de l'entreprise qui a fabriqué les fours crématoires de Auschwitz et la ventilation des chambres à gaz étaient entre les mains d'un pharmacien français. C'est-à-dire, pourquoi il y a eu aucun historien en Europe ou aux États-Unis qui a pensé que c'était utile que ces archives, d'abord, soient à la disposition des chercheurs et ne soient pas entre les mains d'une personne privée, et qui puissent penser qu'il y avait un travail sérieux, historique, qu'on pouvait faire à partir des archives de la TOPF. Et je regrette que Preyssac soit mort avant d'avoir fait le livre qu'il voulait faire, parce que je pense que, au moins d'un point de vue scientifique, il aurait été rigoureux, mais certainement du point de vue historique, il aurait été très mauvais, parce que c'était un très mauvais historien et un encore plus mauvais pédagogue. Il y a un livre sur la TOPF de Annegret Schuller, Industrie und Holocaust. J'ai lu que la présentation de ce livre, je ne l'ai pas lu parce qu'il est en allemand, et j'ai vu que dans la présentation, il y a une erreur sur les plans d'Auschwitz, où donc l'image de ces plans d'Auschwitz se révèle toxique, parce que, je reviens un peu là-dessus, et se retrouve dans plusieurs livres, et plus particulièrement, je voulais le dire, dans un livre scolaire en France, un livre de terminale, un livre d'histoire, comme argument décisif contre le négationnisme, où la salle de dépouillage de vêtements devient un argument pour les malheureux élèves français. L'exposition de la TOPF annonce d'ailleurs précisément que l'objet, c'est surtout les relations entre le personnel de la TOPF et les SS d'Auschwitz. Donc la question de savoir qu'est-ce que la TOPF a construit exactement à Auschwitz, c'est pas vraiment le sujet. Et de fait, c'est jamais le sujet. C'est jamais le sujet exactement. On n'est jamais sur les fours crématoires ou jamais sur les chambres à gaz. Alors, je lis le premier paragraphe de cette brochure. Le premier, on peut trouver sur Internet l'introduction. Donc, vous pourrez vérifier si ma traduction de l'anglais est correcte. C'est comme ceci. C'était un jour de grand vent à Auschwitz entre l'automne 1943 et l'automne 1944. Alors, pourquoi automne 43 ? Je ne sais pas. Alors, c'est l'histoire imaginaire. C'est imaginaire. C'est une institutrice allemande qui s'appelle Marianne Busch, on dit même son nom, et elle rentre chez elle, et la femme de ménage est en train de finir le ménage, et son appartement est couvert de poussière. Et elle dit, c'était comme de la cendre de cigare sur le bois noir de mon bureau, de beaux flocons gris blanchâtres formant une structure très étrange. Alors elle demande qu'est-ce que c'est, et la femme de ménage répond « Le vent vient du camp aujourd'hui, il brûle encore les gens dans le crématorium, ce sont des cendres humaines, ce n'est pas la première fois. » Alors voilà, comme ça, une description des effets des crématoires d'Auschwitz, donc qui recouvrent de cendres toute la région d'Auschwitz. Et là, cette institutrice, elle doit être dans la zone civile de la partie allemande de Auschwitz, c'est-à-dire à 3, 4, 5 kilomètres de Birkenau. Et quand j'ai lu ça, je pense à un passage du livre de Michael Tregenza sur la T4. Et Tregenza, il parle des crématoires de Brandebourg et de Grafenegg. Alors là, c'est des crématoires de la Cori, une firme de Berlin, et pas d'Erfurt comme la TOPF. Et il parle des flammes qui sortent des cheminées du crématoire de Brandebourg, et il décrit la campagne autour de Brandebourg et Grafenegg, et il dit que la campagne est envahie par des odeurs de chair, d'os et de cheveux brûlés, et par les fumées graisseuses. Et je me dis, alors soit les fours de la Cori sont aussi mauvais que les fours de la TOPF, soit
Tregenza est en train de me décrire Belzec. C'est un spécialiste de Belzec et peut-être, je ne sais pas, mais peut-être que la technologie des fours crématoires lui a échappé dans cette description. Alors, je ne vais pas répondre à ce paragraphe sur les cendres d'une manière technique, mais tout de même quelques remarques. Ça, c'est un plan de la partie est du camp de Auschwitz. Donc, toute la partie en haut, à gauche, c'est le camp lui-même. Le carré qui est en bas, c'est la villa du commandant. Les 3 baraques qui sont à l'extrémité du camp, c'est la commandanture, l'administration, un hôpital SS. Il y a le vieux, on lit plus ou moins bien, Alt crématorium, pour vous essayer de vous repérer à peu près. De l'autre côté, il y a tous les bâtiments de la troupe SS et du matériel. Il y a même là-bas au Leitung, c'est-à-dire la résidence ou le lieu de travail des architectes d'Auschwitz. Il y a même un jardin d'enfants pas très loin. Et au cœur de la zone de commandement d'Auschwitz, on voit qu'il est projeté de construire un gigantesque crématoire. Alors le projet, ça vient de Berlin, puisque le plan, on voit l'office C2 du VVHA, de l'Office central d'administration économique de Berlin, qui décide ce qui se passe à Auschwitz. Donc les SS n'hésitent pas à mettre au cœur de leur zone un gigantesque crématoire qui sera ensuite construit, là le camp date du début de 1942, qui sera ensuite construit à Birkenau. Mais on n'imagine pas un crématoire qui met des cendres partout et les SS qui mettent un tel crématoire au milieu de leur zone. Alors, quelques mots, je vais essayer de ne pas insister trop, sur les fours de Latov. Qu'est-ce que c'est que ces fours de Latov? Ça, c'est un plan des fours à 3 moufles, à 3 creusets incinérateurs, installés au crématoire 2 et 3 de Birkenau. Alors, il y a un point important que je voudrais faire remarquer, c'est que les crématoires de Latov, ils ont 2 parties. Il y a une partie qui est le moufle, l'endroit où on met le corps, et une partie qui est indiquée par un G. On voit G1, G2, et dans la légende, on voit Generator, et traduit par foyer à coque. J'ai remarqué que dans les images de synthèse qui sont faites, et il y a beaucoup d'images de synthèse maintenant, dans des DVD, dans des films, les concepteurs ne montrent pas ces 2 parties qui sont pourtant essentielles pour la vie du Sonderkommando. Il y a une exception, c'est le DVD-ROM dirigé par Marcello Pezzetti en 2000, où la caméra virtuelle circule autour du four et montre premièrement le moufle, où on met le corps, et deuxièmement le foyer à coque. Alors, sur cette coupe, ça c'est une coupe qui vient du crématoire 1, puisqu'on voit en bas de la figure principale, j'ai pas de moyen de vous le montrer exactement, le carnot, les canalisations qui vont à la cheminée, qui sont ici perpendiculaires au four, alors qu'à Birkenau, ils étaient dans l'axe du four. Mais il y a donc ces 2 parties qui correspondent au travail du Sonderkommando. Il y a premièrement donc toute la partie qui est à droite, qui est le foyer générateur. Le foyer où on met dans un premier temps donc du coq dans la partie que vous voyez en biais et qui tombe dans toute cette partie en bas droite. Est-ce que c'est assez clair ou est-ce qu'il faut que je me lève? Non, ça va? Ça peut aller. Bon. Donc, on met le coq et il faut que l'ensemble du four monte à la température de 800 degrés. 800-900 degrés. Quand l'ensemble est à 800-900 degrés, les membres du Sonderkommando chargés de ce travail introduisent les corps dans la partie haute des moufles et on lit plus ou moins Entführungstür, porte d'introduction des corps. Quand la crémation est terminée, les cendres tombent dans la partie basse du moufle. Et on les laisse brûler encore pour achever la combustion. Et une autre partie du Sonderkommando enlève les cendres et on lit Entnahmetür, c'est la porte de prélèvement des cendres. Et ensuite,
les cendres sont jetées à la Vistule ou dans le très grand nombre d'étangs, de lacs qui sont autour des crématoires de Birkenau. Et j'avais pas imaginé qu'il pouvait y avoir des visiteurs qui pensaient que ces cendres qu'on voit nombreuses à Birkenau viennent des cheminées des crématoires. Je pensais pas qu'on pouvait penser ça. Ça me semblait naturel qu'elles venaient, bien entendu, nécessairement des cendriers des fours. Dans la brochure de Erfurt, de l'exposition, on lit également ceci. Les problèmes des crématoires ont découlé des dommages aux chambres d'incinération provoqués par une mauvaise utilisation des outils dont se servaient les membres du Sonderkommando. Alors ça me paraît une invention complète, parce que à la fin de la crémation, les membres du Sonderkommando chargés des fours doivent nettoyer les fours, enlever les cendres des fours, et s'il y a eu des pannes, parce qu'il y a toujours eu des pannes, il y a eu des pannes au crématoire 1, où la cheminée a failli tomber sur les baraques de la Gestapo. Il a fallu la cercler de fer. Et il y a eu des problèmes, par exemple, au crématoire 2, dès le mois de juin 1943, il a fallu arrêter le fonctionnement parce que le problème, il n'arrivait pas dans le croquis qu'on voit ici. Il est arrivé après. Il est arrivé dans les carnaux et dans la cheminée. Et les carnaux, la cheminée, les carnaux, c'est les canalisations qui vont à la cheminée, sont pas équipés de briques réfractaires aussi puissantes que celles du four. Et il y a eu une réunion entre les SS, la Topf et l'entreprise qui a fabriqué la cheminée, qui s'appelait Kohler, et ils se sont disputés entre eux pour savoir qui est responsable, c'est-à-dire qui va payer les réparations. Donc tout cet aspect qui fait partie d'une certaine technologie, permet de comprendre un aspect factuel de l'histoire d'Auschwitz. Et, alors, j'ai aucun élément là-dessus, mais les Sonderkommando qui s'occupent du four, ils ont un moyen de saboter le four. S'ils arrivent à le faire hors de la surveillance des SS chargés des fours. S'ils laissent monter la température, parce qu'à chaque crémation, la température du four monte. Et le problème, c'est que le four se brûle pas lui-même. Donc, il faut toujours baisser la température du four. Donc, techniquement, c'est très compliqué. C'est pour ça que les Sonderkommando formés à l'utilisation des fours, je pense pas qu'ils vont être tués facilement. Donc, s'ils laissent monter la température, eh bien, ça y est, la cheminée risque de tomber. Ou au moins, les carnaux s'effondrent. Ou les briques réfractaires des carnaux. Donc, c'est arrivé au crématoire 4. Et c'est arrivé au crématoire 5 sans doute. Donc c'est arrivé très, très souvent dans tous les crématoires de Birkenau. Je fais une dernière remarque là-dessus, parce que ce terme de générateur a vraiment été à l'origine de beaucoup de confusion. Quand je parlais d'une image floue, quand j'ai lu il y a 30 ans un livre de Georges Wellers qui s'appelle « Les chambres à gaz ont existé ». Georges Wellers, lui qui était un chimiste, qui ne comprenait rien au plan d'Auschwitz, il a demandé à un expert. Et l'expert, il a tout confondu. Et en particulier, il n'a pas compris ce qu'était la chambre à gaz, désignée sous le nom de Fergasung-Keller, dans une lettre célèbre de Bischoff, le chef de la Bauleitung, la direction des constructions, à Berlin, à son supérieur hiérarchique Kammler à Berlin, dans lequel il parle de la cave numéro 1 du crématoire 2, Fergasung-Keller. Pour nous, c'est l'évidence, c'est la chambre à gaz. Mais l'expert de Wellers, il n'a pas compris ça et il a mélangé le gaz de la chambre à gaz avec les fours dans une posture où on devait confondre les chambres à gaz et les fours crématoires, parce que l'expert dit ceci: les générateurs, donc c'est Cox générateur, les générateurs sont destinés à alimenter en gaz de combustion les fours crématoires. Et moi, je me souviens, quand j'ai lu ça, je ne comprenais plus rien. Je disais, mais les fours, ils marchent à quoi? Au gaz ou au coke? Et on pouvait penser, j'ai pensé un moment que c'était du gaz tiré du coke, ce qui était possible, mais techniquement vraiment compliqué. Et dans ce plan du crématoire 2 qu'on voit très souvent, chaque fois que je l'ai vu reproduit dans un livre en France,
on a reproduit le commentaire de l'expert de Wellers qui disait « Il nous apparaît vraisemblable que les rectangles situés dans les intervalles séparant les fours crématoires représentent les assises des générateurs à coque. » Donc les petits carrés qu'il y a entre les fours, ça devient les générateurs à coque. Donc les foyers des fours sont entre les fours, ça veut rien dire, mais j'observe qu'il y a toute une série d'auteurs qui ont recopié sans comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre et personne ne peut comprendre. Mais personne ne disait rien. Et personne n'a rien dit. Et alors, cette question-là, pour pas prendre d'autres exemples, dans l'histoire en 5 volumes, l'histoire d'Auschwitz, publiée par le musée d'Auschwitz. Dans la version polonaise, allemande et anglaise, le mot de Koksgenerator est transformé en Koksgasgenerator. Et j'ai pas compris pourquoi le mot gaz s'est interposé entre le coq et le générateur, même pour les historiens. Mais alors ça vient de loin, c'était contemporain de Wellers. Alors ça a été corrigé dans la version française, mais c'est resté dans les autres versions. Mais ça veut quand même dire que les traducteurs, les relecteurs, en Allemagne et en Angleterre, aux États-Unis, ils n'ont pas bronché en se demandant mais qu'est-ce que c'est que ces Koksgasgenerator. Voilà, je vais terminer par deux images. Premièrement, c'est une publicité de la Topf, début des années 30. La Topf se vantait dans ses arguments publicitaires d'être particulièrement soucieuse de la dignité des morts. Et de fait, avant même le renforcement de la législation de 1934, ils avaient créé des fours crématoires qui donc se présentaient de cette manière-là, donc qui étaient vraiment une expression du respect pour les morts, et des fours crématoires qui fonctionnaient sans bruit, sans odeur et sans fumée. C'était leur argument publicitaire. Bon, ça, c'est une photographie des fours du crématoire 2 de Birkenau. Et quand on voit ces deux photographies, je pense qu'on peut comprendre le glissement qui échappe aux historiens. Dans un premier temps, on voit une sorte de temple néoclassique respectant les corps et construit par des ingénieurs et des ouvriers. Et dans un deuxième temps, on voit un temple barbare, cannibale, qui crache des flammes et des cendres, construit par des démons. Et le Sonderkommando, il est au milieu de cet enfer. Alors qu'il y a assurément un effondrement moral de la Topf. La Topf abandonne son éthique professionnelle. Mais elle n'abandonne d'aucune façon sa compétence technique. Donc demain, on va parler de l'industrialisation. Il faut comprendre l'industrialisation comme simplement la mise en œuvre d'une technique, mais absolument pas des questions industrielles. Mais ça, j'ai le temps peut-être de faire une dernière remarque, j'espère. Les chemins de fer français, la SNCF, ils avaient aussi une morale, une éthique professionnelle. Et ils transportaient les gens dans des voitures et les marchandises et les animaux dans des wagons. Quand on leur a demandé de transporter des gens dans des wagons, il y avait une transgression de la morale professionnelle, de la déontologie. Et on n'a aucun signe que la SNCF ait protesté contre cette entorse. Donc, du départ des Juifs jusqu'à Birkenau, il y a une série d'entreprises où on voit un effondrement de leur déontologie professionnelle. Et c'est la question que peut poser un historien. Mais au-delà, c'est plus de l'histoire. Et de faire des comparaisons avec des structures infernales qui échappent à la technique, les flammes, les cendres partout, ça n'est plus possible, mais on glisse ainsi dans le discours historique un discours qui est de l'ordre de l'imagination. Et moi, en tant que professeur d'histoire, je ne peux plus transmettre un tel discours à des ingénieurs ou à des gens qui vont se mettre à échapper à la sidération
et essaye de réfléchir un peu en disant que Auschwitz, je termine sur cette phrase, Auschwitz n'est pas la majoration épique d'un événement, un grand massacre, parce que dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples comme cela, où il y a eu un événement, et même dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples où il y a un événement, et puis il devient légendaire et excessif. Et à Auschwitz, c'est pas ça du tout. Ce qui s'est passé à Auschwitz, c'est pas du tout le fait d'une majoration, d'une légende qui se serait développée depuis l'événement. Voilà, je vous remercie. Merci.